Christophe Dansette. Concrètement, qu'est-ce que représente cette flotte de pétroliers vénézuéliens sous sanction ? Alors selon le site Axios, ce sont 18 pétroliers qui sont ainsi interdits de naviguer, qui vont être empêchés de toute circulation, ni dans une direction ni dans l'autre. On a déjà vu une action spectaculaire il y a quelques jours, c'était le 4 décembre dernier, contre le Skipper, qui est un navire, un pétrolier vénézuélien qui prenait la direction de Cuba et qui avait été arraisonné, saisi par l'armée américaine. Selon les experts, on parle au total de 300 000 barils par jour qui sont ainsi immobilisés, soit un peu plus d'un tiers de la production vénézuélienne qui est d'environ de 800 000 barils par jour, un petit peu moins. C'est pas rien, ça risque d'avoir un impact sur certains pays qui profitaient de ce pétrole sous sanction, qu'ils achetaient à bas coût. Je pense évidemment à Cuba, puisqu'on a vu ce navire qui avait été arraisonné, mais surtout aussi à la Chine, qui est le premier client de Caracas. C'est 30% donc, du parc pétrolier vénézuélien, un petit peu plus. Bonjour Gauthier Rybinski. Ce blocus, s'il est opérationnel, c'est quand même un gros coup dur pour le régime vénézuélien, dont la survie dépend du pétrole. Oui, parce que le pétrole vénézuélien, c'est une monoculture. Alors c'est dû à plein de choses. C'est dû au fait que le Venezuela, qui avait une certaine autosuffisance alimentaire, l'a gâché, et que de ce fait-là, on importe beaucoup, et que les exportations vénézuéliennes, pour faire court, en dehors du pétrole, il n'y a pas grand-chose. Et que ce pétrole est aussi un ciment des élites vénézuéliennes, parce qu'il permet au fond de gratifier ses amis, de gratifier ses copains, de gratifier ceux qui sont jugés fidèles, et puis le jour où on n'en veut plus, justement, on leur coupe le robinet de la manne pétrolière qui génère effectivement des revenus conséquents. Au passage, d'ailleurs, remarquons que le Venezuela, qui se décline et qui se présente comme un pays progressiste, au fond, a constitué avec cette manne pétrolière des élites qui sont en termes de revenus très, très, très éloignés du revenu moyen vénézuélien. Et donc, ce phénomène est à la fois grave au niveau des rentrées, bien sûr, des revenus, mais aussi sur la stabilité du régime et sur la, comment pourrait-on dire, peut-être aussi sur la crédibilité de ce régime par rapport à ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Parce que jusqu'à présent, on les a toujours persuadés que la conjoncture était défavorable. Alors là, de deux choses l'une, soit Maduro mettra tout sur le dos de Trump, et il n'aura pas forcément tort, mais on peut se penser qu'à un moment donné, les masques vont tomber au Venezuela. Vous avez vu qu'il y avait eu cette tentative il y a quelques années avec Juan Guaido, qui était l'homme de Washington. Il y a eu la prix Nobel Machado, qui est quand même extrêmement marqué justement sur les bases de l'extrême droite américaine. Est-ce que ça secoue ? Est-ce que ça peut secouer les gens, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir un réflexe fédérateur derrière le régime ? Ça, c'est difficile à le prévoir. Christophe ? Il faut quand même rappeler, vous avez raison de souligner tout ce que vous avez dit, que l'économie du Venezuela repose beaucoup sur le pétrole, puisque le Venezuela est le pays qui a les plus importantes réserves du monde de pétrole, près de 18% devant l'Arabie Saoudite, devant le Canada. Et dans les années 70, ce secteur, il avait été nationalisé. Seulement, le régime a fait face à de nombreuses difficultés, de forage notamment. Et du coup, il a fait appel dans un premier temps à des groupes pétroliers étrangers, américains, qui avaient été invités à exploiter des champs prometteurs ensemble. Mais le prédécesseur de Nicolas Maduro, Hugo Chavez, y a mis un coup d'arrêt, c'était en 2007, forçant ces groupes étrangers à céder leur part. Pendant une très longue période, il n'y avait plus du tout de collaboration, jusqu'en 2022. Et pourquoi 2022 ? Parce qu'on était au moment de la guerre en Ukraine, au moment où le pétrole flambait, et du coup les États-Unis cherchaient de nouvelles ressources, et Joe Biden a accordé une licence au groupe américain Chevron pour exporter du pétrole vénézuélien avec un partenaire local. Mais aujourd'hui, faut quand même, on disait que c'est les premières réserves mondiales de pétrole, le Venezuela. Ce n'est pas du tout le premier producteur, très très loin de là, puisqu'ils sont 21e seulement. Gauthier, on le disait, ces dernières semaines, il y a eu ces frappes sur des bateaux présentés comme des go-fast, ces menaces d'invasion terrestre, la plus grande armada de l'histoire déployée autour du Venezuela. Ces arraisonnages de bateaux, ça peut être quoi le coup d'après ?
Ça peut être effectivement une opération menée contre le Venezuela. Il y a la remarque de Maduro qui l'emploie dans un anglais rocailleux pour dire non à ces guerres qui n'en finissent plus. C'est la citation de Trump. Vous vous souvenez ce que Trump disait, mais qu'est-ce qu'on va aller s'embêter dans ces guerres lointaines qui n'ont aucun sens. Là, elle n'est pas lointaine, mais elle n'a peut-être pas d'autre sens que celui de mettre en place. Et ça a déjà commencé à travers le Honduras, à travers le Salvador, à travers le Chili ce week-end, à travers l'Argentine, de Milei, de mettre en place toute une série de gouvernements qui sont favorables fondamentalement à Trump et qui pourraient être des vassaux en quelque sorte. À terme, ça pourrait donner commercialement quelque chose de très favorable aux États-Unis, mais ça n'est pas forcément... On peut en discuter, mais ça n'est pas forcément la manne pétrolière du Venezuela qui intéresse directement les États-Unis, qui de ce point de vue-là sont quand même très largement indépendants. C'est probablement la possibilité à la fois d'avoir des vassaux et de constituer une zone économique qui serait extrêmement favorable aux États-Unis. Qu'on se souvienne de ce qui s'est passé en 1973 au Chili, quand le général Pinochet débarque dans les valises d'ITT Océanique, société américaine. Ça n'est pas tellement parce que les Américains veulent mettre la main sur les richesses du Chili, qui ne sont pas énormes, c'est parce qu'il est important pour eux d'avoir une série de pouvoirs et de gouvernements en Amérique latine qui leur soient favorables, ou en tout cas qui soient anticommuniste, comme on le disait à l'époque. Donc, vous voyez qu'il y a là un point important. Il y a un autre prolongement, rapidement, que l'on peut faire. Il est hypothétique aussi, mais je pense qu'il n'est pas à écarter totalement. C'est qu'à travers une action, quelle qu'elle soit, là aujourd'hui, ça prend la forme d'un blocus. Ensuite, ça pourrait être une invasion ou des opérations de commando. Est-ce qu'il n'y a pas là un moyen de tester précisément le grand client du Venezuela dont parlait Christophe, c'est-à-dire la Chine. De savoir comment la Chine se comporterait face à un problème si on prenait le Venezuela carrément à la gorge, de savoir comment elle réagirait par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'elle essaierait de brandir la menace de Taïwan? Vous voyez qu'il y a des pions comme ça que l'on peut agiter. La simple réserve que j'avais tout à l'heure, et je le disais sous forme de boutade, mais après tout, c'est pas forcément le cas, c'est qu'une élaboration de ce type-là n'est pas forcément celle que pratiquent habituellement les membres de l'administration américaine actuelle. Les manœuvres américaines sont scrutées de près par les pays voisins. Gauthier, en deux mots? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que parce que vous avez ce rappel du gringo, finalement, de la présence yankee, y compris pour ceux qui n'ont pas eu spécifiquement à se plaindre des États-Unis, mais si vous voulez, à la fois l'arrogance, les prétextes choisis. Est-ce que ce sont des prétextes? Peut-être pas. Mais le fait, par exemple, que Donald Trump parle de trafic d'êtres humains ou d'organes, tout ça reste à prouver. Il ne s'agit pas du tout, évidemment, d'applaudir le régime de Maduro. C'est une escroquerie. Le bolivarisme est une escroquerie, hormis peut-être dans quelques premières années de Chavez en ce qui concerne la santé. Mais sinon, c'est une tromperie magistrale et avec, bien sûr, une répression, avec ce qu'on connaît de ce qu'on peut entendre sur ce pays. Mais l'impression, si vous voulez, le ton adopté par les États-Unis est même probablement encore plus fort qu'à l'époque des années 70, parce qu'à l'époque des années 70, il y avait dans la rhétorique américaine la volonté de libérer précisément les peuples qui auraient été soumis à une forme de communisme latino-américain. Là, c'est même pas le cas. Trump n'en a cure. Il dit, bien sûr, il y a de l'oppression, mais enfin, dans son discours à lui, c'est pas le plus important. Donc évidemment que ça rappelle des mauvais souvenirs à certains, et ça met en embuscade, enfin ça révèle plutôt un continent fracturé, justement, avec tous ceux qui sont désormais au pouvoir et des favorables à Trump, ou même des admirateurs parfois, et puis le reste de gouvernements qui se demandent précisément s'ils ne vont pas être mangés à la même sauce, c'est-à-dire par le biais de provocations, par le biais d'aides aussi, que pourraient fournir notamment en termes de commandos ou en termes de provocateurs des pays favorables à Donald Trump, comme par exemple le Salvador, le Honduras, en Amérique centrale. Une inquiétude, Christophe, qui a un effet sur les cours du pétrole ?
Oui, d'une certaine manière, oui. On a vu les cours du pétrole pas mal augmenter à la suite de l'annonce de Donald Trump, puis se stabiliser autour de 1,5% de hausse, notamment pour le WTI. Vous voyez, un peu plus de $56. Le Brent également, en hausse autour de 1,3-1,4%. Mais encore une fois, on parle de 300 000 barils par jour. C'est pas rien. Et ça peut effectivement avoir un impact, mais dans un marché où les cours sont extrêmement bas en ce moment. Et d'ailleurs, hier, avant l'annonce de Donald Trump, ils avaient atteint leur plus bas depuis 4 ans, en dessous de 1,55$ de 55 $ pour le baril de WTI, c'est-à-dire le brut américain. Un pétrole aussi bas, on ne l'avait pas vu depuis 2020, depuis fin 2020, c'était la période où on sortait des confinements, vous savez, liés au Covid-19, période où le commerce mondial était extrêmement ralenti. Et donc, hier, ils sont tombés assez bas en raison d'espoir de paix sur un autre conflit, celui de l'Ukraine, où on pouvait s'imaginer qu'un autre pétrole sous sanction, celui de la Russie, les sanctions pourraient être un petit peu allégées. Or, aujourd'hui, on est dans une période d'abondance, 300 000 barils par jour en moins, c'est pas grand-chose par rapport à cette abondance qu'on a, puisqu'on a l'Agence internationale de l'énergie parle d'un surplus qui pourra avoisiner les 4 millions de barils par jour en raison d'une production américaine abondante, en raison des pays de l'OPEP aussi, et de plusieurs projets qui pourraient arriver sur le marché, comme le pétrole venant de Guyana ou encore du Brésil. Et par ailleurs, on évoquait la Chine. La Chine, certes, elle est très intéressée par ce pétrole vénézuélien, mais la demande intérieure, elle est en baisse. Et puis surtout, la Chine développe depuis plusieurs années son parc de voitures électriques. Et donc, on a finalement de moins en moins de Chinois qui vont prendre de l'essence. Bref, on a une hausse ce matin, mais cette hausse du pétrole, elle peut être limitée. Et pour ceux qui vont partir en vacances dans quelques jours, ici par exemple en France ou ailleurs dans le monde, eh bien, on peut s'imaginer que les prix à la pompe ils vont plutôt rester bas. Merci beaucoup Christophe, merci Gauthier. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette escalade entre